pour me présenter rapidement, je suis en effet présidente du réseau ACNUM qui est partenaire de la journée, dont vous trouverez quelques infos sur le petit fly ici présent, mais surtout sur le site acnum.org. Et je suis également co-directrice de ce groupement comprenant Zinc à la Friche Label de Metz, Seconde Nature à Aix et la Biennale des imaginaires numériques chroniques, avec le programme qui est ici, car en effet, comme l'a dit Mathilde, ça commence le 10 novembre. Pour partir tout de suite sur cette première table ronde. Est-il possible aujourd'hui de parler de patrimoine sans aborder le sujet du numérique, que l'on parle de numérisation, de médiation numérique, de jumeaux numériques? La technologie permet pour les pratiques des professionnels et pour les usages des publics une relation démultipliée au patrimoine bâti ou immatériel, relation parfois augmentée, voire magnifiée par des interventions artistiques. On va en parler. Et donc, nous allons voir dans cette heure à explorer ces nouveaux usages et pratiques qui sont évidemment en constante évolution. C'est pour ça qu'on dit toujours nouveau, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Et nous allons essayer de comprendre en quoi l'approche expérientielle, donc premier gros mot, prônée dans les lieux patrimoniaux, modifie à la fois le rapport aux visiteurs, mais aussi peut-être la place de ces lieux sur leur territoire. Et puis, on va voir aussi de quelle manière les artistes, créateurs, producteurs artistiques pensent, créent et produisent pour et avec les lieux patrimoniaux. On va un peu l'explorer sur la première table ronde et puis on le verra surtout sur la deuxième. Alors, pour vous présenter rapidement nos intervenants, je commence par Mathieu Vabre. Donc, tu es co-directeur de Seconde Nature Zinc et la Biennale Chronique, dont tu es aussi directeur artistique. Tout ça me dit quelque chose. Tu es aussi un des vice-présidents du réseau ACNUM sur les sujets de création artistique, parce que tu es un des curateurs les plus reconnus en France. Et là, il adore quand je dis des trucs comme ça. Et c'est à ce titre-là aussi, exceptionnellement, on t'a demandé d'être là alors que tu dois filer assez rapidement pour cette conférence de presse. Car pour tout vous dire, je souffre d'une dyslexie d'agenda et j'ai dit à Mathilde, oui, le 22, pas de problème. Et en fait, c'était le jour de la conférence de presse. Donc Mathieu va filer pour assumer la conférence de presse. Et je lui en veux terriblement. Et il m'en veut terriblement. Sans moi, pendant que je vais passer la matinée avec vous. Sur la table ronde également, que je vais présenter rapidement, puis je repréciserai lorsque je vous passerai la parole. Il y a Judith Dehaye, qui est maîtresse de conférence et responsable du secteur médiation culturelle des arts. Je repréciserai tout à l'heure. Je fais rapidement. Yannick Paz, qui est cofondateur du Art Studio. Et Lise Raymond, qui est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication et au sein du master muséologie à Avignon Université. On y reviendra aussi également. Donc Mathieu, pour que tu puisses nous quitter dans pas trop longtemps, une première question un peu introductive et panorama. Le lien entre art numérique et patrimoine est un lien, Mathilde l'a évoqué dans son introduction, fort vertueux a priori. Le mariage est toujours extrêmement intéressant. Et est-ce que aussi à partir d'une expérience, d'une étude de préfiguration que tu as pu faire pour un château en Occitanie, le château de Castries, en quoi ce mariage est vertueux, en quoi art numérique et patrimoine font-ils si bon ménage? Oui, merci Céline. Donc en effet, comme tu le disais, les arts numériques en fait sont la grande propriété des arts numériques et des technologies que ces arts utilisent. C'est une propriété de simulation. Donc en fait, ils peuvent reproduire tout et n'importe quoi. Ce sont des arts de la copie. Et c'est comme ça, par exemple, qu'aujourd'hui, on a une intelligence artificielle qui reproduit du Rembrandt, ou en tout cas sa technique, et qui sont vendus à des millions par des NFT.
Donc, en effet, comme ce sont des arts de la simulation et des arts qui peuvent copier du son, du visuel, ils peuvent s'adapter à différents contextes, situations, architecture. Et donc, ils sont assez appropriés pour travailler avec l'architecture, travailler avec le patrimoine. Et en effet, donc on a pu travailler avec Gabriella Fiori, qui interviendra après sur la table ronde, sur un projet porté par la ville de Castries pour la valorisation et le positionnement d'un projet autour du château de Castries, qui est un patrimoine du XVIIe siècle et du XXe siècle, qui a vécu plusieurs périodes successives et qui n'a pas beaucoup gardé en fait de monuments historiques en son sein. Ce n'est pas forcément un musée de France, c'est une architecture qui est très belle, mais pas forcément une architecture remarquable. Donc le positionnement que on a pu adopter là-dessus, ça a été de pouvoir travailler justement à la valorisation de ce patrimoine et de cette histoire, et de la vie de château, justement par la question du numérique. À la fois au niveau médiation, parce que c'est un outil d'information, donc ça permet aussi de pouvoir travailler sur cette histoire et de pouvoir la faire vivre au travers d'une expérience sensible, et puis aussi au travers de l'expérience singulière d'artistes, de formes artistiques qui peuvent faire vivre une expérience sensible. Alors, dans ce cadre-là et dans cette réflexion, vous avez et tu as réfléchi autour de proposer au sein de ce château des expositions temporaires, soit des expositions d'art numérique, donc on est dans le champ de l'art contemporain. Est-ce que quand on est dans cette relation entre art contemporain numérique et un lieu patrimonial, on pense les expositions différemment? Comment en fait on met en dialogue finalement peut-être une forme d'hypermodernité avec des questions patrimoniales? C'est difficile pour moi cette question parce que je pense pas qu'on les pense différemment. C'est-à-dire que à partir du moment, ou en tout cas où on travaille dans un contexte in situ, en dehors du white cube du musée ou d'une galerie, j'ai l'impression que du coup la relation entre l'œuvre et son travail architectural, le bâti ou l'histoire est nécessaire et important. En tout cas, c'est comme ça que j'envisage et c'est comme ça qu'on travaille au sein de Chronique quand on investit des lieux patrimoniaux. C'est ce dialogue-là qui est intéressant et qui ajoute une expérience supplémentaire du coup dans l'expérience à la fois de l'œuvre et dans l'expérience aussi du bâti. Donc c'est comme ceci aussi qu'on l'a proposé au sein de Castries, d'avoir à la fois des liens qui puissent se créer, en effet, entre les artistes qui pouvaient investir ces lieux, sans forcément être dans de la commande, mais en tout cas dans une pensée intelligente de la programmation, et donc ces liens entre ces lieux-là et leurs propos. Tu parles d'expérience, et notamment en ce qui concerne l'expérience pour les visiteurs, pour le public, c'est toujours quelque chose qui relève de... alors, la stupéfaction, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, ça apporte en général de la magie, le dialogue entre... Oui, mais on l'a énoncé comme ça aussi, c'est en effet rajouter une expérience parfois ludique, toujours sensible, on l'espère, qui travaille sur l'émerveillement, qui, en effet, ces formes aussi d'exposition temporaire telles qu'on les a pu proposer, c'est aussi un travail d'adresse vers le public qui est de fidélisation, puisque c'est aussi, pour un lieu patrimonial, c'est aussi découvrir toujours quelque chose de manière différente. C'est pouvoir avoir l'occasion de revenir justement à l'occasion d'une exposition temporaire. Donc c'est aussi une stratégie qu'on a poursuivie avec les expositions temporaires, les expositions d'art numérique. Tu parlais d'émerveillement, c'est ma dernière question, et après je vais te laisser partir. Ça va, on est dans les temps.
Oui, je crois que oui. Tu parlais d'émerveillement. Précisément, le fait de proposer, par exemple, des formes des mappings, des expositions un peu monumentales, lumineuses, parfois même interactives dans ces lieux patrimoniaux, c'est amener de l'émerveillement, mais c'est amener aussi une autre manière d'appréhender ce patrimoine. Est-ce que ça va devenir complètement incontournable pour ces lieux-là, pour exister, d'avoir ce type de proposition ? Hormis la question énergétique peut-être, mais évidemment, c'est aujourd'hui devenu incontournable. De fait, aujourd'hui, vous aurez quelques, je pense, exemples concrets avec des artistes du réseau ACNUM qui travaillent sur ces formes-là. En effet, comme je le disais au début, les arts numériques, le mapping par exemple, est un bon exemple. C'est à la fois une source d'information sur le patrimoine, donc ça peut aussi travailler sous des formes de médiation, puisqu'on peut donner une expérience sensible en racontant l'histoire, du coup, et en revisitant les temps. La réalité augmentée encore plus. Donc la réalité augmentée. Oui, on va en parler avec Yannick. Voilà, c'est aussi du coup des formes qui augmentent la réalité avec du virtuel que l'on voit à travers aujourd'hui nos smartphones ou nos iPads. Demain, je ne sais quelle technologie pourra encore être inventée. Et ça, ce sont des technologies en fait qui nous permettent de visiter les siècles et la succession des strates. Puisque ce qui est intéressant avec ces outils-là entre art numérique et patrimoine, c'est que justement, on a une version figée aujourd'hui de l'architecture et du bâtiment. Donc la question numérique permet de remonter dans le temps. Et un mapping peut travailler sur ces questions-là, par exemple, tout en proposant une expérience sensible et artistique. Merci beaucoup Mathieu pour cette introduction. Donc... Merci à vous et désolé encore. Non, mais non, c'est surtout moi qui suis désolée. Écoute, si tu veux filer, on te laisse y aller. Je voulais passer la parole à Judith Delahaye. Donc, Judith, je redis, donc, vous êtes maîtresse de conférence au département art, responsable du secteur médiation culturelle des arts, de la licence professionnelle et master au sein de Aix-Marseille Université, plus connue sous le petit nom de l'AMU. Votre travail de recherche est dans le champ de la muséologie critique et vous vous intéressez à la dimension politique de l'exposition et de la médiation muséale. Ça va bien alimenter notre discussion aujourd'hui, et à la place des médiatrices-médiateurs dans ces institutions, ainsi qu'à la question de la participation dans l'action culturelle. Déjà, pour commencer et pour se mettre un peu en jambes, est-ce que ce que racontait Mathieu Vabre sur cette question d'une articulation intime entre des questions de médiation et de création artistique par les arts numériques, est-ce que ça vous fait réagir, ça vous inspire quoi, cette réflexion qu'a pu faire Mathieu ? Oui, alors effectivement, je remercie de faire ce lien, parce que c'est aussi sur ce lien que j'aimerais insister oui. dans cette présentation. Donc justement, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est absolument important, de penser ce lien entre médiation et création en amont de la création et non pas simplement en aval. Oui, dès les prémices. Je crois que c'est une notion, puis après je vais vous laisser la parole, mais je pense que c'est une notion qui va revenir tout à fait régulièrement, ce sujet de mettre bien tout le monde autour de la table dès qu'on pense à un projet numérique dans le champ patrimonial. Ouais. Oui, absolument. Mais du coup, je voulais aussi revenir là-dessus. Oui. Mais je vais peut-être d'abord évoquer quelques petits éléments, donc c'est-à-dire passer par la question de la dimension sensible et sensorielle du patrimoine, avant de revenir justement à ce lien entre création et médiation. Parce qu'il me semble que cette dimension sensorielle du patrimoine éclaire justement assez bien l'importance de ce lien. Donc je ne sais pas si ça vous... C'est parfait, ouais, c'est exactement ce que j'ai envie d'entendre. Ok, très bien.
Donc, je suis venue assister à la table ronde vendredi dernier autour du patrimoine historique ici même, donc qui s'appelait « Quel centre historique à la citadelle de Marseille ?» Et il y avait un monsieur, dont je n'ai pas noté le nom, mais qui est très impliqué dans la collecte et la conservation de l'histoire et des mémoires de la citadelle, qui a pris la parole au moment des questions pour raconter, de façon d'ailleurs très émouvante, la façon... oui, il a pris la parole pour raconter différents épisodes de l'histoire de ce lieu. Voilà. Et notamment la façon dont les prisonniers chantaient, les prisonniers qui allaient être enfermés ici, chantaient depuis la gare Saint-Charles, d'où ils arrivaient souvent, jusqu'à leur cellule ici, et comment ensuite ils chantaient depuis leur cellule. Et je cite cette petite anecdote parce que justement cette intervention m'a inspirée quant à ma présentation de ce matin, parce que cette histoire des chants des prisonniers rappelle la dimension sensorielle du patrimoine qui souffre encore souvent d'un manque de légitimité. Et pourtant, il y a eu ce qu'on a appelé dans le champ des sciences humaines et sociales un tournant sensoriel qui est initié notamment par l'historien français Alain Corbin, qui se définit comme un historien du sensible. C'est-à-dire qu'au lieu de penser l'histoire avant tout dans sa dimension économique et sociale, donc au travers de l'histoire des guerres, des crises économiques, des partis politiques, etc., il s'agit de penser la dimension sensible de l'histoire et donc de se projeter dans ce qu'ont senti et ressenti nos ancêtres. Et l'une des dimensions qu'a exploré Corbin, c'est justement la dimension sonore, notamment au travers de son livre « Les cloches de la terre », où il s'intéresse à la rhétorique des cloches de campagne au XIXe siècle et donc à la dimension sonore de ce patrimoine campanaire. Le son des cloches rythmait toute la vie à l'époque, en annonçant toutes sortes de nouvelles, la naissance, le mariage, mort, mais aussi la fin des journées de travail, etc. Toujours dans cette même lignée d'intérêt pour le sensoriel, il y a pas mal de projets aujourd'hui de recherche qui tentent de reconstituer des ambiances sonores du passé. Et c'est des projets qui allient différents profils entre historiens, musiciens, ingénieurs, etc. Par exemple, le projet Bréthèse, qui est dirigé par Mylène Perdoën, qui fait ce qu'elle appelle une archéologie du paysage sonore du cœur de Paris au XVIIIe siècle, ou encore le projet autour de la reconstitution de l'acoustique de l'église abbatiale de Royaumont, mené entre autres par Karine Lebaille. Mais effectivement, malgré tout ça, cette dimension sensorielle du patrimoine reste encore peu prise en compte aujourd'hui. Donc, toujours dans la table ronde de vendredi dernier, le directeur du musée d'histoire de Marseille, Fabrice Denise, reprenait la définition d'un mémorial en rappelant que c'est une forme durable de conservation d'un souvenir. Et si on pense à un des exemples les plus connus d'évocation de la polysensorialité du souvenir, c'est bien évidemment la Madeleine de Proust, où c'est l'odeur de la Madeleine qui déclenche le souvenir de l'enfance. Alors, vous me direz, oui, le problème, c'est qu'on n'est pas justement bien habitué et pas bien équipé pour travailler sur cette multisensorialité dans le processus de patrimonialisation du souvenir. Parce qu'il existe en effet un biais visuel dans la transmission des savoirs en général et du patrimoine en particulier, qui trouve un ancrage théorique dans la tradition philosophique occidentale. Donc, un tout petit peu de théorie, la vue a été instituée en mode sensoriel dominant de la modernité, et les autres sens, en particulier le toucher, mais aussi bien sûr l'odorat, le goût, l'ouïe, donc ces autres sens ont été relégués à l'arrière-plan et qualifiés de sens moins sophistiqués que la vue, voire de sens primitifs. Comme le souligne le philosophe Martin Jay, la philosophie occidentale repose largement sur l'idée que l'acquisition de savoir doit avant tout, voire exclusivement, passer par un rapport visuel et donc distancié à l'objet. Et le patrimoine, évidemment, en tant que porteur de culture et de savoir, est très concerné. Le musée a largement contribué à asseoir cette suprématie du visuel, aux côtés d'autres technologies comme l'imprimerie et aussi le microscope. Le musée, c'est un instrument incroyablement visuel qui instaure une distance aux œuvres et aux objets grâce à tout un tas de dispositifs, comme la vitrine ou les balustrades, qui ont permis
un apprentissage corporel de la part des visiteurs qui ont donc intégré peu à peu, depuis le 19e siècle où on met en place ces dispositifs, la manière spécifique de se comporter face aux objets du patrimoine. Et cette manière visuelle et distanciée d'appréhender le patrimoine matériel, qui est traditionnellement prescrite au public, agit évidemment aussi de façon plus symbolique, mais tout aussi essentielle, sur la possibilité, ou plutôt sur l'impossibilité de la part des publics, de toucher à la définition de ce qui fait patrimoine, ou pour le dire autrement, de participer à définir le patrimoine. Cette construction historique de la hiérarchie des sens dans l'appréhension du patrimoine et de la hiérarchie des légitimités à définir le patrimoine pèse évidemment sur les projets comme celui de la Citadelle, qui souhaitent s'émanciper de ces hiérarchies pour restituer la dimension sensible du patrimoine et aussi sa dimension très complexe en termes de couches de récits qui le constituent. Et c'est là qu'intervient la question du numérique, et plus particulièrement de la création numérique, donc il faut évidemment les distinguer. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, il y en a plusieurs autour de la table, mais je dirais que cette distinction est importante, justement parce qu'il y a un amalgame qui est souvent fait entre dispositifs numériques, au sens large, et participation du public. Et on va voir que la création numérique, ou l'art numérique, si on peut l'appeler comme ça, peut ouvrir des perspectives plus larges, il me semble. Donc, au-delà des imaginaires qui sont liés au web, on a tendance à véhiculer l'idée que le public participe, puisqu'il peut cliquer sur une tablette et choisir entre 3 vidéos explicatives, actionner un élément de l'exposition ou sélectionner quel parcours guidé il va suivre. Et ce sont là des exemples caricaturaux, mais il en va de même en réalité pour des expositions qui se disent interactives et qui sont hautement dotées en dispositifs technologiques. Donc à titre d'exemple, j'étais cet été au Humboldt Forum à Berlin dans l'exposition Berlin Global. Le visiteur ou la visiteuse était doté d'une montre avec des capteurs et le franchissement d'une porte pour passer d'une salle d'exposition à une autre constituait grâce à cette montre un vote. Donc on passait soit par la porte de gauche ou par la porte de droite pour répondre à la question principale qui était posée en haut de ces 2 portes. Et donc la montre collectait les données évidemment et on avait accès à la fin de l'expo aux données et donc à notre situation par rapport aux statistiques de l'ensemble des visiteurs de cette expo. Je ne m'étends pas davantage sur ce sujet parce qu'il est assez évident qu'il s'agit dans l'ensemble de ces exemples d'un degré extrêmement limité de participation. Qui n'a aucun impact durable sur la structure de l'exposition, le choix des œuvres ou des objets exposés, ou encore moins sur la conception de ce qui fait patrimoine. Et ces dispositifs ont donc en fait tendance à renforcer les hiérarchies existantes dont je parlais à l'instant, tout en prétendant faire le contraire. Il en va de même pour l'utilisation de technologies qui visent à provoquer une expérience immersive pour le visiteur, que ce soit des projections son et lumière qui proposent de s'immerger dans une œuvre, ou certaines utilisations des casques VR, donc de virtual reality, réalité virtuelle, où là, il faut même, je dirais, faire attention aux questions de manipulation sensorielle des visiteurs qui peuvent tendre à se rapprocher de ce qui est pratiqué dans la sphère marchande. On a vu ces dernières années, conjointement avec le tournant sensoriel dans les sciences humaines et sociales, dont je parlais tout à l'heure, il y a eu le développement du marketing sensoriel qui utilise aussi beaucoup les technologies numériques à des fins publicitaires et donc de manipulation sensorielle des consommateurs. Je pense par exemple à une des premières occurrences qui était l'expérience The Edge de la marque Diesel, donc il y a 5 ans, qui a été primée et qui a fait l'objet d'une importante couverture médiatique et qui donnait à vivre par l'intermédiaire d'un casque VR l'expérience de se tenir au-dessus du vide et de devoir se déplacer le long de la corniche d'un immeuble pour aller récupérer un flacon de parfum Diesel. Il me semble que la création numérique ou le media art, j'hésite sur l'appellation à privilégier, peut ouvrir des perspectives bien plus intéressantes en lien avec l'interprétation du patrimoine, à condition de penser la place des publics dès le moment de la création et non pas simplement en aval. Il y a un fort potentiel critique
dans ce qui peut être proposé par les artistes numériques pour émanciper justement les technologies utilisées du storytelling de leurs concepteurs, celui des GAFAM pour une grande part, et donc des usages qu'ils prescrivent a priori, et donc les émanciper des divers biais qu'elles peuvent contribuer à véhiculer sinon. Mais il me semble que c'est en faisant ce travail en consultation étroite avec les publics, et donc en prenant en compte les savoirs de la médiation culturelle dès la phase de création, que la création numérique pourra se distinguer d'un rôle de facilitatrice de discours culturels produits et façonnés dans une sphère à part, peuplée d'experts, artistes, chercheurs et autres agents culturels, mais inaccessible au public. Et c'est de cette façon qu'elle pourra jouer un rôle déterminant dans la mise en relation de lecture et relecture multiples et multisensorielles du patrimoine, et notamment de l'histoire d'un lieu aussi complexe que la citadelle de Marseille. Voilà. Merci Judith. Oui, vous pouvez, 1000 choses sur lesquelles j'aimerais bien rebondir, mais on va avoir du temps pour un échange. Et par la même occasion, j'en profite pour vous dire que nous allons avoir aussi probablement un peu de temps, du moins j'espère, pour un échange avec vous également. Je voyais Yannick sourire assez régulièrement lors de votre prise de parole. Donc Yannick, je te représente. Tu es cofondateur d'Art Studio, qui est un studio de développement centré autour des expériences virtuelles dédiées à la culture. Et donc, c'est ça, hein, j'ai bon. Et qui développe donc Bavard, que tu vas nous présenter, qui est une application, une sorte de Pokémon Go, comme tu le dis toi-même, au service du patrimoine. Et tu as été aussi à l'initiative de Sacre Bleu, une agence artistique basée à New York. Art Studio, je le précise, est membre d'ACNUM, parce que c'est vraiment une excellente idée. Et là, alors déjà, je me disais que peut-être qu'il y avait une ou deux notions ou une ou deux phrases de Judith sur lesquelles tu avais envie de réagir dans sa présentation. Pas forcément, sa présentation était super explicite. Je vais juste rajouter quelque chose. Parfois, quand on monte un projet culturel, on oublie qu'il y a la fracture numérique. Et du coup, c'est le vrai problème. Il y a des gens qui ne savent pas utiliser un téléphone ou qui ne sont pas habitués à utiliser les nouveaux smartphones. Et du coup, on crée un événement, on crée des expériences immersives. Et au final, le premier frein, c'est l'outil qu'on utilise. Ouais. Donc, je crois qu'on y reviendra aussi, en effet, sur cette notion qui est, avec une phrase que j'aime bien employer, qui est: c'est pas parce qu'il y a un numérique qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et que ça marche. C'est vraiment pas du tout le cas. Donc tu es le seul sur cette table ronde à avoir une présentation. Donc je te propose ce qui est bien, et je te propose de commencer à la lancer. Et juste une petite chose, n'oublie pas de coller ton micro afin que les gens puissent entendre parfaitement ce que tu dis. Okay. Donc l'application Bavard. Ok, du coup, moi, c'est Yannick. On a créé une entreprise en France qui s'appelle Art Studio. Le but, c'est d'aider les acteurs culturels à mieux utiliser les innovations. Donc, dans notre réflexion, on a créé une application qui s'appelle Bavard. C'est l'équivalent d'un Pokémon Go. Le but du jeu, c'est d'attraper des œuvres culturelles et pas des monstres. Donc, je vais revenir dessus un peu plus tard. Donc, nous, on utilise l'innovation réalité augmentée. Quand on parle d'innovation dans les arts numériques, les arts hybrides, il y a différents médiums, différents outils. La réalité virtuelle, les outils pour le sonore ou l'olfactif. Nous, on a choisi la réalité augmentée parce que c'est un domaine qu'on maîtrise et qu'on pense qui est mature aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que la réalité augmentée? La réalité augmentée, c'est un objet virtuel qu'on va faire apparaître dans le réel. Du coup, pour le voir, il faut utiliser un smartphone ou une tablette. Il faut juste une caméra et ça va apparaître devant vous. Ça, c'est la réalité augmentée, c'est l'innovation qu'on utilise. Alors, vous avez une petite slide sur les problématiques, mais je ne vais pas forcément rentrer dedans. Peut-être qu'on y reviendra. On reviendra après. Ouais, peut-être. Je pense que oui. Il y a plusieurs problématiques, hein, comment toucher le public. Il y a beaucoup trop de micro-solutions. Par exemple, la plupart des musées ont leur propre application. Ça ne sert pas à grand-chose pour être franc avec vous, parce que dès qu'on sort du musée, en fait, on
delete, on enlève l'application. Le contenu qui est proposé est souvent limité, donc c'est pas forcément intéressant. Ça veut dire que si on revenait dans 2-3 semaines, ce sera encore la même chose. Et c'est super cher. Alors pour être franc avec vous, aujourd'hui, faire une application de réalité augmentée, ça coûte au minimum 50 000 €. En général, c'est des fonds publics et du coup, c'est pas très sport. Nous, notre plateforme, pour faire une expérience de réalité augmentée, soit ça vous coûte 0 si vous avez du contenu, soit ça va, pour faire un parcours de réalité augmentée, ça peut aller jusqu'à 2 000 €. Donc on passe de 50 000 à 2 000. Donc c'est ce qu'on a voulu proposer, une plateforme qui permet à tout le monde de venir dessus et d'utiliser des fonds numériques en 2D ou en 3D. Alors, Bavard, du coup, c'est une plateforme de réalité augmentée pour l'art et la culture. On ne travaille qu'avec des acteurs culturels, musées, galeries, artistes émergents, associations, écoles. La petite phrase Musée virtuel sans frontières, c'est qu'en fait, l'application, c'est une carte où chacun peut déposer son contenu. Donc en fait, quand on se balade dans la ville, à la Citadelle, à Marseille, à Paris, Tombouctou, on peut voir des œuvres qui appartiennent à des artistes. Et le but du jeu, c'est de toucher un nouveau public. Alors moi, j'étais parti du constat que à chaque fois qu'on va dans un événement culturel, c'est un peu toujours la même population qu'on rencontre. Du coup, ça veut dire que les politiques de la ville, depuis une dizaine d'années, n'ont pas forcément touché toute la population. Donc on s'est dit, comment on va faire pour toucher les cols bleus et les personnes qui ne sont pas de classe moyenne plus. On a créé une application qui permet de mettre du contenu culturel près de chez eux. Ils vont le découvrir et ensuite ils sont intéressés pour revenir dans les musées, pour revenir dans les lieux culturels. Le but du jeu, ce n'est pas d'enlever du passage ou de la fréquentation dans les lieux culturels. C'est d'amener les gens vers les lieux culturels. Et donc de démocratiser l'art et la culture. Alors, comme je vous ai dit, sur la plateforme, on peut ajouter du contenu en 2D, en 3D. Dans quelques mois, on va permettre l'ajout d'audio et vidéo, mais ce n'est pas forcément le but pour le moment. Ensuite, comment on a conçu l'application pour que ça fonctionne et que ça intéresse le public? On l'a conçu comme un jeu. C'est pour ça que je parle souvent de Pokémon Go. Donc le principe, il est très très simple. Vous avez une carte, vous êtes géolocalisé. Il y a des petits points jaunes ou des petits points bleus. On se rapproche du point jaune ou du point bleu. Et quand on arrive à 5 mètres, 10 mètres, on va pouvoir voir apparaître en réalité augmentée l'objet qui est près de soi. Quand on voit l'objet, on le capture, on gagne 1 point. Après, on sort de la carte, on va dans le petit shop qui est dans l'application. Et là, on peut échanger ces points contre des bons culturels. Les bons culturels, ça peut être des entrées dans des musées, dans des galeries, des réductions sur les productions d'un artiste, ce genre de choses. Du moment que ça reste culturel. Donc on a vraiment pensé ludification pour que les gens retournent sur l'application et aient une expérience nouvelle et différente à chaque fois qu'ils utilisent l'application. Donc ça, c'est pour le concept du jeu. Et pour tout le monde, hein, c'est pas que pour les acteurs culturels. Hein, vous pouvez le faire en famille, avec vos amis, dans un cadre scolaire ou autre. Et les acteurs culturels, eux, ont la capacité de déposer leur contenu où ils veulent. Et du coup, le but du jeu, c'est qu'ils trouvent qu'il y a un nouveau public et qu'ils touchent de nouvelles cibles. Aujourd'hui, tous les musées, tous les grands acteurs ont du contenu numérique. Parce que ces dernières années, le gouvernement a permis de numériser beaucoup d'œuvres. C'était la sauvegarde du patrimoine. Sauf qu'il n'y a pas de plateforme qui permettait de visualiser ce patrimoine. Donc nous, on s'est dit, faisons une plateforme où tout le monde peut déposer son contenu et du coup, on pourra avoir les collections qui sont cachées et qui ne sont jamais exposées. Donc là, on travaille avec pas mal de musées. Je ne vais pas citer de nom parce que ce n'est pas forcément intéressant. Mais le but du jeu, c'est de montrer de l'art qui, en général, n'est pas accessible. Donc ça, c'est ce qu'on propose aux acteurs culturels et à vous et à moi, le jeu dans la ville ou dans la campagne. Donc ça, c'est le petit récap du jeu. Alors pour faire simple et être un peu plus précis, c'est 2 ans de recherche et développement à la création de l'application. Elle est disponible depuis le mois d'avril sur tous les types de smartphones. Et pour prouver que ça marche, dans toutes les villes de France et d'outre-mer, on a mis une petite collection de 20 œuvres. Donc ça veut dire qu'en fait, peu importe où vous êtes, il y a forcément une ville à côté de chez vous où il y aura une collection qui est exposée. Donc ça, c'était vraiment pour prouver à tout le monde qu'en fait, on peut le faire. Il faut juste aller sur la plateforme et déposer du contenu. En fait, ça prend 5 minutes. Et il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus. Donc ça, c'est pour le côté jeu. Et pour finir, alors l'équipe, elle est réduite, elle est optimale. Du coup, c'est moi, Yannick, plus culture et développement.
et Chloé Guénou, qui est ingénieure de recherche à la Sorbonne. Donc la journée, elle bosse à la Sorbonne, le soir, elle travaille sur l'application. Elle a une vie super passionnante. Elle a développé l'application à 80%. Donc c'est un petit génie. Et on travaille aussi avec un studio qui est basé à Lyon, qui s'appelle 3D Émotion. Après, on a une chargée de médiation culturelle, une chargée de réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, on ne peut pas exister. Et on travaille avec des game artistes, mais des game développeurs. Donc c'est une petite équipe de 6 ou 7. Pour faire très très simple, qu'est-ce qu'on a fait dernièrement? On a fait des parcours numériques dans Paris, on a fait une chasse au trésor numérique avec une association, on a travaillé avec le 104 qui est un centre culturel à Paris pour valoriser des projets innovants de mobiliers urbains. On a travaillé le week-end dernier à Necker pour permettre à des enfants qui n'ont pas accès à l'art et la culture parce qu'ils sont hospitalisés de découvrir de l'art directement dans leur chambre. Donc le but du jeu, c'était on a créé un petit livret de médiation culturelle. Dedans, il y avait une quinzaine d'œuvres, dont la Joconde, des trucs super connus. Ils les ont découverts à travers le livre. Et ensuite, ils sont partis dans les jardins avec un accompagnant, un infirmier ou les parents. Et quand ils étaient dans le jardin, ils ont redécouvert l'œuvre, mais de façon revisitée. Par exemple, la Joconde, elle avait une grosse paire de lunettes. Du coup, ça fonctionne. Cette pauvre Joconde, qu'est-ce qu'on lui fait pas? On lui fait faire plein de choses. Donc voilà, ça c'est un exemple concret de ce qu'on fait. On essaye de toucher tous les publics. Il n'y a pas forcément de frontières du moment que le sujet est art, culture et patrimoine. J'ai plein de projets en cours, donc je pense que la revisiter à Necker avec des enfants et apporter de l'art dans un lieu qui est un peu fermé, mais les faire sortir et les faire découvrir, c'est un très très bon exemple et c'est juste ce qu'on vient de faire. Juste avant de passer la parole à Lise, et puis ça fera un peu le lien avec son intervention, vous travaillez aussi sur des retours d'expérience, c'est-à-dire que est-ce que vous avez une forme de récolte, alors sans aller jusqu'à dire une étude qualitative, mais est-ce que vous avez une forme de récolte des impressions et de la façon dont oui. Les gens qui ont téléchargé l'application l'utilisent? Oui, alors je ne vais pas rentrer dans le technique, mais pour développer l'application, on a utilisé un moteur de jeu vidéo qui s'appelle Unity, et derrière une interface qui nous permet en fait de récolter toutes les données. Mais en fait, le vrai retour, c'est les utilisateurs qui me parlent, qui nous parlent et qui nous disent ok, ça va pas. Alors par exemple, quand on a sorti l'application, on a rencontré des musées. Et leur première critique, c'était « Ok, c'est super, il y a des points partout, on peut voir de l'art partout, c'est facile pour nous. Mais en fait, on ne veut pas que les gens puissent voir des points partout. On veut notre propre parcours dans l'application. » Du coup, on a réfléchi sur ça et on a développé une fonctionnalité qui permet de voir que les œuvres d'un certain musée. Ensuite, par exemple, les utilisateurs nous ont dit « Ah, c'est super, c'est bien, je peux voir des œuvres d'art. Du coup, je me déplace, je les vois. Mais en fait, après, je ne peux pas les revoir chez moi. Donc, ça ne me sert à rien. » Donc là, on s'est dit, oh, zut, on a oublié le principal. Le principal, en fait, c'est de garder l'œuvre et de pouvoir le voir. Donc, on a développé la fonctionnalité art capturé. Et en fait, une fois qu'on l'a capturé une fois, il n'y a plus besoin d'aller au point de l'œuvre pour pouvoir la revoir. On peut la faire spawn, on peut la faire apparaître n'importe où. Donc, c'est la relation directe avec les utilisateurs qui fait œuvre d'études qualitatives. C'est ça. C'est intéressant. Lise, avant de commencer la présentation, moi j'avais une question. Alors déjà, je vais repréciser. Donc, vous êtes enseignant-chercheur, ça facilite et ça évite de dire maîtresse de conférence et tout ça. C'est pas mal. Enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Et vous êtes au sein du master muséologie à Avignon Université, membre du centre Norbert Elias, qui est pas très loin de l'autre côté. Du port, là aussi, dans un lieu patrimonial assez spectaculaire. Et parmi les disciplines que vous enseignez, j'ai noté approche critique du numérique, patrimoine et numérique, stratégie et outils numériques, culture numérique, et stratégie communicationnelle des musées et des sites patrimoniaux. Et vous êtes responsable de la jeune agence Muséocom. Alors, j'ai une petite question qui n'est pas une question piège, donc si ça va pas, vous avez le droit de ne pas répondre. Mais Yannick, dans sa présentation, et comme ça lui donne la possibilité de vous passer le micro, disait qu'il avait développé l'application Baval grâce au moteur de jeu Unity. Est-ce que ça veut dire qu'on rentre dans une forme d'avènement de la
la culture gamer aujourd'hui dans la façon dont on va devoir imaginer les usages de la médiation culturelle ou même de la façon dont on se déplace dans le monde réel. C'est une grosse question, j'avoue. Ok. Bien, merci pour cette question. Oui, c'est une grosse question. En fait, je dirais qu'il y a deux tendances. Enfin, ça fait moi à peu près 10 ans que je travaille donc sur les relations entre le numérique et le patrimoine, et notamment à la fois en conception, c'est-à-dire comment collaborent les structures, les agences numériques avec les sites patrimoniaux, la recherche, et puis plutôt sur une partie étude d'usage en fait. Donc on mène des enquêtes avec donc Muséocom. Muséocom, c'est une agence pédagogique en fait, puisque c'est l'agence du master dans laquelle les étudiants en fait développent des études pour les sites patrimoniaux. Et par rapport à votre question, je dirais que depuis 10 ans, il y a deux tendances dans ce qui peut être proposé dans les sites patrimoniaux au niveau de solutions numériques en termes de médiation. Il y a soit en fait une approche très stockage de contenu. On est très proche on dirait qu'on a des applications qui sont le dépliant papier version numérisée. Et puis, on voit aussi se développer des approches, en effet, plus issues du monde du jeu vidéo, et donc avec une réflexion en termes de scénarisation de visite, une prise en compte, en fait, tu parlais de storytelling, en fait, une prise en compte de l'idée de faire un récit autour de la visite. Donc, c'est vrai qu'on a ces deux tendances-là. Je n'oserais pas trancher sur ce que ça va devenir. Je me lancerai pas dans des pronostics, mais en tous les cas, c'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant que la réflexion émanant du jeu vidéo sur la scénarisation puisse aussi être liée en fait aux outils qui sont proposés dans les sites patrimoniaux. Merci beaucoup. Peut-être vous donner des éléments d'études. Je crois que c'est le moment. Voilà. Donc en fait, là, je vais vous faire un petit peu un point transversal à partir de différentes études qui ont été menées donc à la fois au Palais des Papes à Avignon, où on a un dispositif qui s'appelle l'Histopad depuis 2018. Donc c'est une tablette avec des reconstitutions numériques, pour faire très très simple, mais avec de l'audio. J'ai découvert ça il y a une semaine, il n'y a plus de casque, ils l'ont enlevé, je vous expliquerai pourquoi. Une autre étude qui a été menée donc, au Fort Saint-André, qui est à Villeneuve-les-Avignon, donc il y a des proximités avec un peu la citadelle. Sur l'installation de cartels numériques. Donc, le Fort Saint-André, c'est un site qui est centre des monuments nationaux en plus, donc qui est impacté aussi par la politique générale du CMN. Retour aussi sur les outils multimédia qui ont été développés au Muséum Arlatan. Voilà, donc là, il y a aussi la proximité avec les citadelles sur les 10 années de rénovation. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un temps long de mise en place, et donc du coup une réflexion qui a été menée vraiment en amont avec la médiation, sur la mise en place de différents outils numériques. Et puis c'est très intéressant comme terrain en fait de recherche, parce que il y a à la fois du cartel numérique, de l'application mobile, du dispositif audiovisuel, et du jeu aussi numérique. Donc je vais essayer de j'ai mis des petits points transversaux de ce qu'on peut constater. J'espère être pas trop pessimiste sur les constats, mais sur les retours en fait usagers. Alors je précise que c'est pas des études quantitatives, mais que c'est plutôt des études qualitatives qu'on a menées, c'est-à-dire qu'on fait pas vraiment c'est pas du questionnaire de grande ampleur sur des grands nombres de visiteurs, mais on est sur de l'observation et de l'entretien, alors soit en cours de visite, soit en fin de visite, et avec des nombres d'utilisateurs. Pour le Palais, c'était une plus grosse étude, donc on était sur 120 observations et entretiens, mais pour le Muséum, on va être sur une vingtaine en fait, de personnes enquêtées. Donc quand même, remettre ça dans ce contexte-là. Alors en termes de constat, je vais vous m'arrêter, quand... peut-être je dépasse. Je vais commencer en fait par ce que j'appelle moi le décalage entre les promesses et les usages effectifs.
Judith en a un petit peu parlé, c'est-à-dire qu'avec le déploiement d'outils numériques, s'accompagne en fait la mise en place de ces outils d'énormément de promesses sur les effets que ça peut avoir sur les visiteurs, que la visite va être plus interactive, forcément plus ludique, qu'on sera plus libre, autonome dans sa visite. Et finalement, on constate en fait, quand on fait des études de public, qu'il y a un décalage en fait par rapport à ces promesses-là, notamment sur pour vous donner des exemples plus concrets, sur la fluidité et la liberté d'usage. Eh bien, on voit qu'on a une contrainte technique qui peut être très forte sur les outils mobiles notamment, beaucoup moins sur les dispositifs fixes comme les tables interactives, mais sur les outils mobiles, c'est le cas notamment au Palais, eh bien, il faut avoir la tablette avec soi, il faut avoir le cordon autour. Et donc, du coup, on est en même temps équipé peut-être d'un porte-bébé, enfin des choses en fait, auxquelles on ne pense pas forcément quand on fait de la conception. Et de fait, il peut y avoir une sorte d'encombrement technique à prendre en considération. Donc, on est loin de quelque chose de fluide. Et on a aussi, puisqu'on a fait un relevé de parcours dans les salles du Palais, c'est-à-dire qu'on a représenté graphiquement comment se déplaçaient les personnes, enfin les visiteurs, en comparant les personnes équipées des personnes non équipées. Et avec le dispositif particulier de l'Histopad, on a une contrainte technique très forte qui font que les parcours sont beaucoup moins, sont très structurés en fait par le fait qu'il faut charger la tablette pour faire apparaître le contenu numérique. Et donc, on a des personnes qui dans les salles ne déambulent plus dans les salles, mais vont tout de suite une visite efficace, quoi. On va à la tablette, on charge et on consulte, et après on change de salle. Et on n'a plus du tout cette errance qu'on peut avoir en fait dans certains sites patrimoniaux. Donc ça, c'est un exemple de contraintes techniques. Il y en a d'autres, aussi sur l'idée, par exemple, quand on avait analysé Grenoble Ville Augmentée, application de visite de ville, eh bien, les personnes allaient de point en point d'intérêt, mais finalement, par exemple, ne rentraient pas dans l'église, alors qu'on aurait fait une visite de ville sans être avec cet équipement-là, où on va prendre peut-être moins de photos. Enfin, voilà. Du coup, il y a quand même un impact en fait, de l'outil. Et là, je parle surtout d'outils portables, pas de dispositifs fixes qui, finalement, n'ont pas les mêmes contraintes. Peut-être autre point sur les décalages entre les promesses. Alors, là, j'espère être pas trop pessimiste, mais en tous les cas, on a pu constater, on a fait une enquête en fait en amont de la visite du Palais des Papes sur les motivations de visite, c'est-à-dire sur le parvis, pour voir pourquoi vous venez. Enfin, une question très simple, entretien très basique. Pourquoi vous venez et qu'est-ce que vous espérez voir. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement la motivation de visite était principalement patrimoniale, c'est-à-dire qu'on vient pour le site, on vient visiter le site et on vient apprendre des choses. Et là, c'est vrai qu'on va à l'inverse de l'idée qu'on viendrait pour un dispositif numérique, par exemple, ou de l'idée qu'on vient pour s'amuser, en fait, dans un site. Mais c'est vrai que par rapport au profil de public qui était présenté tout à l'heure, on est déjà sur des publics convaincus. Bon, je passe peut-être sur les points, peut-être éléments quand même positifs. Ce qui ressort des études, c'est quand même que les contenus numériques sont appréciés par les visiteurs. C'est-à-dire que les publics sont très contents de pouvoir accéder à des reconstitutions numériques. Ils nous disent que, par exemple, c'est plus intéressant, c'est plus instructif, que ça facilite en fait tout ce qui est de se replonger en fait dans une époque. C'était abordé tout à l'heure. Voilà. C'était la même chose en fait sur l'enquête qu'on a menée à Cluny avec la nouvelle application. Avant c'était sur table pivotante. Maintenant, ils vont les remettre, mais après il y a une application et les reconstitutions quand un site est vraiment détruit sont extrêmement appréciées par les visiteurs. Peut-être autre point, l'importance de la médiation technique. Ça revient un peu sur les contraintes techniques, mais finalement, on se rend compte que la médiation, ce que j'appelle la médiation technique, c'est le fait qu'on va parler de comment ça marche, comment on s'en sert. Et donc, on se rend compte que ça devient un élément important de la visite quand on est équipé. Et donc, même quand on va faire, par exemple, un jeu en fait, à un endroit sur un dispositif fixe. Et ces médiations-là, en fait, parfois peuvent prendre le pas sur la visite, même si évidemment les visiteurs au fur et à mesure vont apprendre, faire du transfert d'apprentissage et donc être moins encombrés. Mais on s'est rendu compte, notamment pour le Palais des Papes, que les visiteurs ne regardaient pas du tout la cour d'honneur
parce qu'ils étaient en fait empêtrés dans comment ça marche, où est-ce qu'il faut cliquer, etc. Et que c'était le point en fait important pour eux dans la visite. Donc c'est des éléments en fait, c'est vrai, à avoir en tête en termes de conception. Et puis c'est aussi les problématiques du fait écran. C'est-à-dire qu'on se dit, numérique, c'est pas dématérialisé. Il y a un écran. Bon, ça peut être sur de la projection, c'est un peu différent. Mais il y a cette perception par les visiteurs en fait, d'un numérique qui peut faire écran. Et parfois, en fait, quand c'est mobile, c'est-à-dire qu'on a l'écran tout le temps sous les yeux, les visiteurs eux-mêmes, en fait, sont assez critiques sur le fait que les autres visiteurs ont les yeux rivés sur l'écran et ne voient pas, en fait, voient à travers l'écran le patrimoine. Donc, par exemple, je vous ai pris quelques citations de personnes enquêtées. Un homme de 56-65 ans qui disait, par exemple, les gens avaient l'air rivés sur leurs écrans et je pense qu'ils perdaient le plus beau, qui est de voir l'évolution dans le temps d'autant d'endroits. Mais ça a l'air intéressant, les écrans. Mais je regardais un peu à travers et ça valait peut-être pas nécessairement la peine et juste de profiter du moment. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même vécu la portabilité de l'écran comme quelque chose qui empêche, qui peut empêcher de voir, même si les reconstitutions numériques sont appréciées. Donc, c'est là où il faut trouver le bon équilibre. En tous les cas, par rapport à ce qui était énoncé tout à l'heure, je pense que ce qui est vraiment important, et ce que disait Judith, c'est qu'avec les arts numériques, les créations numériques, on construit un point de vue sur le patrimoine. Et c'est vrai que c'est très important, ces temps préalables de discussion entre médiation, sites culturels, agences numériques, etc., pour concevoir quelque chose qui permette ces jeux d'articulation. Encore, oui, un petit peu. Encore 5 minutes. Encore 5 petites minutes. Peut-être dans les points à prendre en considération, parce que Judith en parlait, c'est les questions de charge cognitive, en fait, qu'il peut y avoir. Donc, c'est-à-dire quand on a des dispositifs numériques qui sont à la fois sollicitent le son, la vue, qui vont solliciter plusieurs sens, et bien du coup, on peut avoir des phénomènes de surcharge cognitive à un moment donné. Le visiteur, en plus de la fatigue muséale, va en fin de visite dire qu'il y a une espèce de trop-plein. C'est presque... on est immergé, mais... C'est presque démultiplier le syndrome de Stendhal, finalement. Du coup, il y a presque un effet de trop-plein. Notamment, là, autre exemple, entre les photos, écouter, regarder la tablette, ça fait beaucoup de choses. Les visiteurs peuvent dire ça. Il est parfois difficile de mettre en rapport ce qu'il y a sur la tablette et ce qu'il y a sur les murs. C'est seulement une question de temps. Il faut prendre le temps pour lire, relire et écouter. En fait, ce qu'il y a d'assez, je dirais, symptomatique, c'est que les visiteurs, souvent, sont très, très, ils vont vraiment se donner à fond dans leur visite. Ils font la queue, ils vont essayer de vraiment emmagasiner un maximum de contenu. Donc, parfois, il faut réussir à gérer ces éléments-là. Peut-être je fais une dernière sélection sur la question de l'articulation entre les supports analogiques et numériques. Alors, analogique, on va dire le papier, l'habitude des cartels. De plus en plus, on constate aussi cette tendance de se dire, on va faire du tout numérique. Et du coup, il n'y a plus besoin, par exemple, d'avoir des panneaux. On ne va plus avoir de dépliants, puisque finalement, le numérique va permettre de stocker une grande masse d'informations, plus ou moins scénarisées. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et à ce niveau-là, ça peut vraiment à terme poser des difficultés. C'est le cas notamment au Muséon, où ils sont vraiment en train de réfléchir sur le fait de remettre en place un système papier, donc soit revoir le dépliant ou remettre en fait des panneaux. Ils ont fait le choix au Muséum Arlatan de tout stocker, de stocker l'interprétation, les dispositifs d'aide à l'interprétation dans des dispositifs numériques exclusivement, des dispositifs multimédia, avec quand même une certaine complexité d'arborescence en termes de parti pris sur les tables interactives qui sont... c'est-à-dire que ce n'est pas forcément pensé de suite comme une identification des objets des vitrines, mais il faut faire tout un cheminement dans l'arborescence pour accéder au contenu. Et c'est vrai que ça pose, en fait, dans les retours, en fait, ça pose des difficultés pour, d'une part, les personnes qui ne souhaitent pas, c'est-à-dire qu'il y a cette tendance aussi de je sors dans un site patrimonial, j'utilise le numérique tout le temps. Quand je suis dans un site, je ne veux pas en fait utiliser ce type de dispositif. Et
là se pose vraiment la question de comment s'articulent en fait les dispositifs analogiques des outils numériques. L'importance de maintenir les deux en fait, possibilités, mais de gérer les questions de redondance, parce que les visiteurs au départ ils vont essayer d'articuler et puis ils vont vite faire une sélection. Et peut-être pour finir, parce que je pense que c'est j'ai plein d'autres éléments importants, mais c'est pas grave. Peut-être pour finir, la question en fait, là on va débuter donc une autre étude avec la Chartreuse à Villeneuve-les-Avignon sur les questions de recyclage en fait et d'obsolescence numérique. On parlait de l'idée que c'était tout le temps nouveau, etc. Mais du coup, une fois qu'on a fait une appli qui date de 2015, qu'on a créé une table interactive, voire une table monumentale, qu'est-ce qu'on en fait une fois que il y a d'autres dispositifs, d'autres technologies qui sont mis en place, plus perfectionnées, qu'est-ce qu'on fait de toutes les tablettes qu'on a emmagasinées, comment on fait les mises à jour. Donc il y a aussi ces éléments-là en fait, qui sont en train de se poser et sur lesquels là on enquête nous à partir de octobre. Donc c'est des études qui sont menées, pas le cas de l'Histopad, mais des études qui sont menées dans le cadre du master muséologie à Avignon. Voilà. Donc on aura des éléments là-dessus prochainement. Merci beaucoup Lise. Ça soulève en effet énormément de questions. Ça soulève peut-être des questions de gap générationnel. Ça soulève aussi en effet sur cette question des usages et des pratiques numériques, la question de l'alphabétisation numérique presque d'une certaine manière. Yannick, il en parlait tout à l'heure. Yannick, je te demanderai peut-être de réagir à ce qu'a dit Lise. Mais avant, je me posais une question. Judith, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer, que ce soit les exemples de nouvelles formes d'expérience avec les arts numériques qu'a évoqué Mathieu Vabre, l'application qui est développée par Yannick ou tout ce que vient de dire Lise. Ça veut dire que le sujet de la médiation, de la notion de médiation, finalement, il est relativement au cœur. Mais donc, ça veut dire quand même que c'est aussi une place et un rôle qui évolue et qui change tout le temps. Comment on repense ou comment on arrive à être présent dans cette révolution qui, à la fois, on voit est un champ des possibles, c'est exactement ce que disait Lise, et en même temps, il y a des contraintes qui sont extrêmement importantes à toutes les étapes, en fait, dans le rapport entre le public, finalement, et les questions patrimoniales, artistiques, etc. Du coup, la question, c'est quelle est... C'est du coup comment positionner la question de la médiation dans cette espèce de révolution un peu permanente qui a lieu chaque jour, presque quasiment. Oui. Alors oui, c'est complexe. Oui, c'est vrai, j'avoue, je pose des grosses questions ce matin, mince, désolée. Non, je vais essayer de... je dirais... je pense qu'effectivement, c'est un terrain complexe parce qu'il n'y a pas juste des médiateurs, des concepteurs d'exposition. Il y a, comme le rappelait Lise, il y a plein d'acteurs impliqués, aussi de concepteurs numériques, etc. Il y a des enjeux forts aussi, enjeux financiers. Du coup, je dirais, et du coup, on peut faire l'amalgame entre développer une tablette et dire on fait de la médiation. Oui. Là où en fait, il n'y aura pas de médiateurs avec des savoirs de médiation qui seront impliqués en réalité. Et du coup, on va passer à côté de certaines choses que la Lise rappelait, notamment avec ses enquêtes auprès des publics, où on se rend compte que on est passé à côté de certaines choses parce que peut-être que cette consultation aurait pu être faite en amont plutôt qu'après coup sur une analyse des usages qui montre qu'il y a un décalage entre ce qu'on souhaiterait voir et ce qui se passe. Enfin, je sais, voilà. Je pense que cette idée de faire écran est assez intéressante aussi, où c'est un peu ce qui peut se passer, je pense, si on ne laisse pas réellement une place à des savoirs de la médiation spécifiques, c'est-à-dire qui sont, oui. Qui sont développés. Parce que en vous entendant les uns et les autres, finalement, on peut
se poser la question de, pour le spectateur, dans l'expérience qu'il va vivre avec l'arrivée des outils numériques, c'est finalement comment il arrive à avoir le choix aussi de la qualité de la visite qu'il va avoir. Et ce que je trouve intéressant très intéressant dans l'application Bavard, c'est que finalement, on est plus sur une application qui, à la base, offre une visite parallèle aux spectateurs plutôt que quelque chose de l'ordre d'une, on va pas dire d'une forme d'injonction, mais finalement presque d'une certaine manière, et que avec Bavard, la proposition est de s'adresser en fait à des publics qui vont pouvoir avoir leur propre émancipation dans la question de la visite ou de la relation à l'art ou au patrimoine. Oui, c'est exactement ça. Et je vais rajouter un point, c'est qu'en fait, on va trop vite. Et du coup, au niveau technologique, ça va beaucoup trop vite par rapport à la création artistique. Par exemple, là, on organise la journée du patrimoine à la Citadelle. Je pense qu'ils ont dû travailler pendant 4-5 mois, avec ou sans numérique. Du coup, c'est énormément de temps. C'est beaucoup de problèmes, médiation technique ou médiation culturelle. Et aujourd'hui, il y a une myriade d'applications, de solutions, de plateformes pour faire des activités culturelles. Et parfois, nous, on fonce dedans, on développe, et le public se retrouve avec des outils en fait qui sont pas forcément adaptés. Et du coup, pour répondre à ta question un peu indirectement, le vrai problème, c'est qu'il y a trop de solutions qui sont pas forcément testées. Du coup, on teste, ça fait des échecs, et en fait, le public, il est un peu blasé, saoulé de participer à quelque chose qui n'est pas forcément important. Donc moi, je pense qu'on va beaucoup trop vite. Il y a des solutions qui sont en place aujourd'hui qui fonctionnent. La réalité augmentée, ça fait 20 ans que c'est sur le marché, ça fait juste 2-3 ans que c'est stable en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on est rentré dedans. Aujourd'hui, on parle de réalité virtuelle, j'ai rien contre, mais je pense que ça sera stable dans 4-5 ans, voire 10 ans. Parce qu'en fait, mettre un casque dans un musée, je trouve que ça n'a pas de sens, parce qu'on rate le musée en fait. Mais bientôt, il y a les lunettes. Et bientôt, il y a les lunettes. Oui, je voulais juste rajouter, effectivement, ça m'a fait penser à ce que je voulais dire, c'est beaucoup de choses qui sont faites au nom du public, en réalité sans le public. Et du coup, là, c'était un peu ma question, qui était très mal formulée, mais c'était aussi un peu en effet ma question, c'est-à-dire en fait l'interface que peut représenter le fait d'avoir de la médiation, comment elle peut jouer en effet ce rôle un peu de réaliser en fait réaliser que c'est comment le public en fait, de quoi le public a envie en fait. Mais du coup, c'est tout à fait ce que dit Judith, c'est-à-dire que généralement, il y a des temporalités qui sont plus ou moins longues. Le Muséon, c'est 10 ans, donc il y a eu des possibilités de justement faire participer aussi à la réflexion, alors que le Palais, c'est 9 mois, donc 9 mois entre le moment où le projet est lancé et la mise en place du dispositif. Donc en 9 mois, on gère le stockage des contenus, en fait. Le stockage, il y a quand même un comité scientifique qui a travaillé sur le contenu, mais du coup, on n'a pas du tout ces étapes d'études préalables, de faire participer le public, sur ce qui intéresserait. Et après, on va se retrouver avec des retours du type, nous, on aura envie vraiment plutôt d'avoir une reconstitution où on voit les gens manger au sein du palais, par exemple. On va avoir ou entendre les bruits, en fait, d'un repas à l'époque. Donc finalement, ces éléments-là, sont pas. En fait, le public est souvent absent en fait de ces étapes de conception, et les médiateurs aussi. C'est-à-dire qu'on a des dispositifs qui sont pensés vraiment en individuel, et très peu en fait en termes finalement de faire appel, notamment au Musée de la Romanité. Ils ont fait le choix de faire aussi appel quand même aux médiateurs cette fois, exceptionnellement, pour voir en médiation qu'est-ce qu'ils allaient utiliser comme outil, dans quel contexte, et voilà. C'est une façon de penser finalement les projets peut-être à l'inverse de ce qu'on pouvait les penser auparavant, et ça me fait quand même énormément penser au secteur des arts numériques où
à quel moment intervient la prise, entre guillemets, la prise de pouvoir de la question numérique en fait et technologique, et que les artistes sont à balancer tout le temps entre s'ils sont eux-mêmes ingénieurs, développeurs, qu'ils savent maîtriser la technique ou la technologie, ils perdent bien moins de temps et ils arrivent à faire aboutir leurs œuvres bien plus simplement. Finalement, là, on est face un peu à la même problématique, qui est la connaissance du numérique et des nouvelles technologies dans ses usages, et en se mettant en plus à la place à la place des publics. Et est-ce qu'un des endroits intéressant de ce qui est en train de se passer, parce que là on voit qu'il y a de plus en plus de solutions qui arrivent en plus, c'est justement ce que ça ouvre de possibilités en fait de travail de façon intersectorielle. C'est-à-dire, est-ce que là, on n'est pas à un moment où finalement l'enjeu va être d'arriver à avoir dès le début des projets des équipes qui feront que les choses seront beaucoup moins sectionnées qu'elles pouvaient l'être auparavant? Du coup, sur les parties collaboratives, alors après là c'est vraiment plus de l'ordre du point de vue ou de l'hypothèse, mais il me semble que la réussite d'un projet en fait va fonctionner sur justement la collaboration des compétences diverses, c'est-à-dire que le numérique, c'est pas juste la solution technologique, et en même temps il faut que par exemple un site patrimonial puisse donner, c'est-à-dire pour prendre un exemple concret. Là, plus par les expositions virtuelles, notamment donc un site que vous connaissez au Château Borelli, il y a eu une expérimentation de visite à distance, et notamment dans les retours, en fait, il y a de la part de l'institution, il y a le fait que l'image numérique elle-même n'arrivait pas à donner en fait ce qu'est vraiment le site patrimonial, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à restituer le point de vue. Et finalement avait tendance à déformer les objets, et donc je pense que la réussite en fait de ce type de projet, il est quand les compétences elles arrivent à être croisées, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est numérique que le musée, le site patrimonial ou la médiation n'a pas en fait des choses à apporter, et à l'inverse, faut vraiment que ce soit conjoint en fait sur la façon que les collaborations soient mises à profit de façon transversale en fait. Moi, mon sentiment, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il y a un peu un cloisonnement sur les compétences de chacun, et je pense qu'en fait, il faut qu'elles arrivent à se croiser davantage en fait. Sur le fait que, oui, en effet, un site peut dire non, ça ne ressemble pas à ce qu'est vraiment le site, il faut s'immerger sur place. Il faudrait presque, mais après ça c'est un vœu pieux, mais du coup la structure ou l'agence numérique ait le temps de s'immerger dans le site pendant une semaine, voir ce que c'est que les visiteurs pour. Après il y a des problématiques de temps, de financement qui font que c'est pas toujours le cas. On a quelques minutes pour poser des questions. Mathilde, tu veux poser une question? D'accord. Donc, est-ce que je te passe un micro, ou il y en a un par là? Non, je te passe un micro, et on peut prendre quelques minutes pour répondre aux questions si vous le souhaitez. Oui. Déjà, merci beaucoup parce que c'est effectivement très éclairant. J'ai une question en particulier pour Lise Renaud. Sur les différents cas que vous avez pu utiliser, j'imagine qu'il y en a certains sur lesquels il y avait des interventions artistiques qui dépassaient la simple question, entre guillemets qui dépassaient la volonté de retranscrire une collection ou de déployer une collection, mais qui avait bien une intervention d'un artiste pour participer à la narration peut-être, ou proposer un point de vue supplémentaire sur le patrimoine. Est-ce que vous avez des retours d'expérience, des retours d'études sur ces éléments-là? Alors, malheureusement, majoritairement, les cas qui sont travaillés, en fait, sont plus des cas, je dirais, moins artistiques.
C'est-à-dire que finalement, c'est plus vraiment des dispositifs qui sont pensés comme de l'aide à l'interprétation et qui ne mobilisent pas forcément en fait, d'artistes dans le processus. Que ce soit donc, quand c'est l'application par exemple du CMN, du coup ça a été fait, c'est un squelette d'application, c'est très, en fait on est dans quelque chose d'assez opérationnel. Et donc finalement il n'y a pas eu cette phase-là. Il y a dans dans l'ensemble des exemples, en fait, on est plutôt sur à la fois de l'appli de visite de ville, mais pas du tout. Je trouve l'initiative est super, c'est-à-dire qui combine à la fois le hors les murs, une pratique culturelle. Là, on est dans un cas un peu différent, mais on a vraiment travaillé plus sur des applications et des dispositifs. Je ne sais pas comment on peut dire, où il y a moins de part créative. Et je pense que peut-être, voir avec des cas comme ceux-ci, ça serait peut-être différent en fait, en termes de retour. Après, si peut-être plus sur des expos immersives par exemple, mais on n'est pas sur du dispositif in situ. Il est certain que les artistes qui œuvrent dans le champ des arts numériques, pour certains depuis 25 ans aujourd'hui, ont probablement des expériences qui pourraient être mises à profit. Mais là, on rejoint la question de l'intersectorialité et du coup, comment on arrive à faire en sorte qu'il y ait un dialogue qui se mette à l'œuvre. Mais je crois que c'est un peu l'intérêt aussi de cette journée. Oui, et du coup, avant de passer la parole, j'en profite pour rappeler, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, qu'il y aura une visite du site tout à l'heure à 14h pour ceux qui le souhaitent, qui ne connaissent pas l'endroit. Et donc on accompagnera cette visite du site, qui est une visite classique historique, d'une visite interactive avec Bavard, qui a mis quelques points de relais sur le site. Et donc on a une exposition numérique en réalité augmentée de fait à la Citadelle qu'on pourra présenter en même temps. Donc ça veut dire qu'il faut que vous téléchargez l'application. Moi, c'est fait, perso. Donc, je crois qu'Yannick a prévu une tablette aussi. Vous pouvez. Est-ce qu'il y a des questions ? Il est 10h31, on est à peu près dans les temps. On peut prendre une question. Gaëtan Grobert qui va se chauffer la voix avant de venir intervenir sur la seconde table ronde. Oui, bonjour. J'ai trouvé tout ça bien, très intéressant, et c'est aussi intéressant d'avoir un point de vue critique. Dont on a l'habitude, on a tous vécu ce genre d'expérience compliquée, ça marche pas, etc. Et en fait, on a l'habitude dans nos réseaux de ces problématiques, parce que dès qu'il s'agit d'outils numériques, on perd finalement une base. L'outil numérique est un outil, et de fait, l'expertise reste importante. On parlait de faire parler les gens ensemble, mais par exemple, confusion des fois entre œuvres d'art et médiation. Si ici vous avez un guide qui vous parle des pierres, etc., c'est une visite, c'est de la médiation. S'il y a quelqu'un qui fait un solo de danse dans la cour, c'est une œuvre d'art qui résonne avec le patrimoine. C'est des choses très différentes. C'est pas parce que le numérique peut qu'il doit aussi, et c'est souvent ça le problème. Vous en avez parlé, la surcharge. Si votre guide il vous parle de tout ce qu'il sait sur toutes les pierres pendant 4 heures, et en plus depuis votre salon, ça va être chiant, si je peux me permettre l'expression. C'est la même chose dans l'éditorialisation de votre contenu, quoi. Et du coup, je conclus avec ça. C'est dommage que Mathieu Vabre est parti, mais en plus de ce que je pourrais développer tout à l'heure sur la question du rôle de l'artiste, la curation artistique et technique, c'est un métier, c'est une expertise dont il faut s'entourer. C'est-à-dire, dans le musée, vous exposez pas n'importe qui, ils ont été choisis pour une raison. De la même manière, les gens qui font des contenus, même s'ils sont numériques, il faut choisir les bons, et c'est un métier. Et la veille technologique, c'est un métier aussi. Les problématiques d'obsolescence, il y a une expertise à développer pour que les musées fassent de bons choix pour l'expérience publique. Et vous avez souligné qu'on n'associe pas assez le public, et si on le fait pour lui, évidemment, il faut le tester sur lui, quoi. Voilà. Mais en tout cas, cette question de l'expertise reste valable, et c'est pas parce que c'est un outil numérique qu'il faut oublier qu'on parle d'art, et que du coup, il y a une finesse dans le propos à chercher, quoi. Voilà. Est-ce qu'une de vous veut réagir, veut répondre à cette remarque de Gaëtan ? Qu'on est tout à fait d'accord, en fait, avec ce qu'il vient de dire. C'est parfait, c'est peut-être un mot de la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou
Non, vous êtes extrêmement sage. Très bien répartis. De vue d'ici, vous êtes très bien répartis sur les différentes chaises. Très bien. Eh bien, alors vraiment, je vous remercie vivement pour cette première table ronde, pour votre participation, pour l'intelligence de vos propos. Et j'espère que vous restez dans la salle et que vous pourrez aussi continuer à participer à cette matinée. Et on va maintenant passer à la seconde table ronde. Je vois que tous les intervenants sont arrivés puisque Mathieu Rosière vient de faire son entrée triomphale avec sa valise, car figurez-vous qu'il arrive en direct de Milan. Merci à vous, à tout à l'heure.